Entreprendre, c'est une bonne chose, il faut l'avouer. Et lorsque on doit aller sur ce terrain, il faut nécessairement avoir un certain nombre d'aptitudes ou un certain nombre de qualités, je vais dire, parce que n'entreprend pas qui veut, il y a des étapes quand même à suivre. C'est bon, pourquoi? Parce que ça permet d'être libre, ça permet de mieux s'organiser et d'avoir un plan d'action à soi. Ce n'est pas une obligation, mais on souhaite qu'on prenne par là. Et je le dis souvent, tout le monde ne peut pas entreprendre puisque tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais c'est bien, ça libère. Même avant de parler de la liberté financière, il y a une certaine liberté par rapport à son bien-être et tout ce qui peut accompagner cela. L'entrepreneuriat, naturellement, il y a des difficultés parce qu'il faut se préparer pour ça. On ne va pas à l'entrepreneuriat par accident. Il faut se faire former, il faut connaître un certain nombre de choses. Qui n'a pas, par exemple, les qualités de vendeur ne devrait pas penser à entreprendre. Parce que, quand je le dis, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, parce que le tout ne suffit pas de produire. Lorsque tu produis, il faut avoir les stratégies pour vendre. Je parle ainsi, pourquoi? Parce que c'est vrai, lorsque tu as les moyens pour entreprendre, tu as la possibilité d'engager des leaders, des managers pour quand même t'aider. Mais ça, c'est parce que c'est déjà élargi, hein, et ça, les choses ont évolué. Mais lorsque nous sommes dans un contexte où c'est un début, hein, pour quelqu'un, ça veut dire que seul, il doit faire beaucoup de choses. Donc dans ces conditions, c'est un peu compliqué. D'abord, il faut connaître ses qualités. Et en dehors de cela, avoir une idée de ses aptitudes. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on appelle compétences, les diplômes et tout, qu'est-ce qu'on a de particulier, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut faire de façon particulière, exceptionnelle, extraordinaire. Puisque quand on rentre dans ce monde-là, il n'y a pas à vouloir faire comme les autres. Il faut nécessairement se démarquer des autres. Et on le dit souvent, des efforts ordinaires, c'est un résultat ordinaire, mais des efforts extraordinaires, on aura des résultats extraordinaires. Désormais, il n'y a plus de secrétaire général national, c'est désormais le président du parti et il est élu par le Congrès. Donc, voilà les principales décisions qui ont été prises et qui vont être traduites dans les statuts du parti. Mais nous avons une période intérimaire de maintenant jusqu'au Congrès. Et ces structures permanentes du parti, il faut les acter tout de suite. Parce que la raison qui nous a amenés à faire cela, c'est bien parce que certaines circonscriptions ne se sentent pas suffisamment représentées dans les organes du parti. Donc il faut le faire tout de suite. Donc nous appliquons tout de suite ces décisions que je viens d'annoncer dans la mise en œuvre des activités du parti. Donc bien sûr, le bureau politique actuel va être élargi aux députés qui viennent d'être élus ainsi qu'aux maires du parti qui ont été élus il y a 3 ans. Nous avons 27 maires et ils vont désormais siéger au bureau politique. Et bien sûr, pour le bureau exécutif national, aujourd'hui nous avons 16 membres qui sont présents. Nous allons compléter le bureau politique pour qu'il y en ait 33 membres. Donc désormais, il y a 33 membres dans le bureau politique. Dans le bureau exécutif national, représentant chacun au moins une circonscription. Donc chaque circonscription va être représentée dans ce bureau exécutif national de 33 membres. Et bien sûr, nous allons mettre en place un secrétariat permanent et bien sûr, votre serviteur va poursuivre comme président du parti.
Donc, ces décisions qui viennent d'être prises il y a quelques heures seulement, je profite de mon passage ici pour vous les annoncer et vous dire que, en même temps que je constate ici que le parti est vivant sur le plan national, nous devons faire en sorte qu'il soit encore plus vivant. Et ces modifications qui viennent d'être faites pour faire de ce parti quelque chose de plus inclusif, qui rassemble les responsables de toutes les circonscriptions de notre pays, les 24, qui rassemble toutes les tendances du parti, mais aussi qui lui donne des moyens plus efficaces d'action, comme le secrétariat permanent. Je crois que nous avons là désormais les instruments de travail pour que les objectifs du parti soient atteints. À l'entame de mon propos, je souhaiterais présenter mes plus sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Mais surtout, dire toute la peine qui nous anime en tant qu'acteur politique, mais en tant que citoyen sénégalais lambda. Chers concitoyens, l'heure est grave. Mais nous devons faire confiance au génie du peuple sénégalais. Nous avons toujours vécu des moments, certes incertains, mais nous avons toujours trouvé la force de nous relever et surtout l'intelligence pour pouvoir dépasser certaines situations. Je le répète que dans un pays pas loin du Sénégal, on a vu récemment un président rester au pouvoir pendant plus de 10 ans sans organiser aucune élection, au prétexte qu'il y avait une rébellion dans le nord de son pays. Dans ces conditions, ne donnez pas à certains acteurs politiques le prétexte ou l'excuse de rester encore au pouvoir, sachant qu'ils n'ont pas droit à un troisième mandat. Faisons preuve d'intelligence, faisons preuve de responsabilité, faisons preuve de citoyenneté dans la dignité et la fermeté, mais n'insultons pas l'avenir. Je vous l'avais dit, si nous n'arrivons pas à nous entendre, il y a un acteur qui rentrera en jeu. Et depuis 48 heures, cet acteur est en ville. Vous me permettrez de saluer l'armée sénégalaise, de leur souhaiter la bienvenue dans leur capitale et de prier pour eux, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse. Je souhaiterais, à l'endroit de cette grande muette, vous dire que vous avez toujours été la fierté de ce pays, la fierté du continent. Je vous invite à rester à la place qui est la vôtre. Je vous invite à nous faire confiance et je vous invite au besoin à nous accompagner à trouver des solutions de sortie de crise. Mais je vous invite surtout à rester aux côtés du peuple sénégalais. Mais je vous invite, vous, peuple sénégalais, sachez que chacun doit rester à sa place et ce pays doit continuer à être dirigé par la grâce de Dieu, par des civils. Faisons preuve d'intelligence et je fais partie de ceux qui pensent aujourd'hui que le président de la République du Sénégal comprend la gravité de l'heure et comprend qu'il n'y a pas de place éventuellement pour un troisième mandat. Ne bousillons pas ce pays, ne détruisons pas ce pays, ne brûlons pas ce pays, il y va de notre responsabilité. Je voudrais au passage remercier tous les chefs religieux du Sénégal, toutes religions confondues, toutes confréries confondues, pour leur engagement, leur posture, leur discours d'apaisement, de paix, leur invite à discuter, à dialoguer pour un Sénégal de paix, un Sénégal de stabilité et un Sénégal d'avenir. Et je ne terminerai pas mon propos en disant que je n'ai aucun doute qu'on saura nous relever le moment venu, sortir de cette impasse et comprendre que nous avons le devoir et la responsabilité historique de marcher vers l'essentiel. Sénégalaises, Sénégalais, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. La vie reprend progressivement son cours normal au Sénégal après les heurts que le pays a connus la semaine dernière suite à la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko. Les embouteillages sont de retour sur les artères de Dakar alors que les commerces sont rouverts. Mais les manifestations qui ont fait environ 16 morts sont encore dans tous les esprits. Les Sénégalais craignent un retour à la case départ.
Nous espérons que les manifestations vont s'arrêter pour que les activités reprennent. Nous avons la Tabaski dans moins d'un mois et beaucoup d'autres événements à préparer, mais rien n'avance. Je souhaite que les choses reviennent à la normale pour que nous puissions faire face à nos besoins. Aujourd'hui, tout est calme. C'est pourquoi je suis sorti travailler, même si c'est un calme précaire parce que les gens ont encore peur et craignent que les manifestations reprennent. Nous vivons des moments difficiles, nous vivons au jour le jour, donc passer des jours sans travailler, c'est un vrai problème, car notre commerce est à l'arrêt, la circulation des personnes est paralysée et nous ne pouvons plus gagner un revenu journalier. Le secteur informel est notre gagne-pain, mais il est le plus touché. En 2023, le Sénégal attend une croissance de 9 à 10%, mais deux inconnus nourrissent l'incertitude dans le pays, l'inéligibilité d'Ousmane Sonko et une candidature éventuelle de Macky Sall à la présidentielle. Le président angolais João Lourenço a accueilli le Premier ministre portugais António Costa à Luanda. À l'occasion de cette visite de 2 jours, plusieurs ministres des 2 gouvernements ont signé un total de 13 accords, allant du financier au juridique. Je dois dire que nous avons senti une grande volonté de collaboration de la part de la justice portugaise, avec laquelle nous avons pu échanger non seulement des informations, mais aussi l'alignement de la stratégie anticorruption de l'Angola, et dire qu'en principe, tout ce qui a été demandé aux autorités portugaises pour que nous puissions trouver le bon correspondant. As autoridades judiciais portuguesas, portanto, temos encontrado a devida correspondência. António Costa a annoncé une augmentation des investissements portugais en Angola afin d'accompagner le pays dans la diversification de son économie. Pour soutenir l'ambition et l'approche stratégique du gouvernement angolais en matière de diversification de l'économie du pays, nous avons augmenté de manière significative la ligne de crédit de 1 500 à 2 millions d'euros. Cette rencontre symbolise le début d'une nouvelle ère dans la coopération politique et économique entre l'Angola et le Portugal. Le Premier ministre du Portugal devra se rendre dans plusieurs entreprises angolaises. Au Soudan du Sud, des décennies de conflits ont rendu de nombreux hectares de terre impraticables du fait de la présence de mines. Lors des opérations de déminage dans un site d'armes à sous-munitions dans la commune d'Aïe en mai dernier, 16 engins explosifs non détonés ont été retrouvés en 5 jours. Cependant, les équipes font face à d'énormes défis. Les opérations peuvent parfois s'arrêter pendant quelques jours simplement à cause de la pluie. À l'heure actuelle, c'est la saison des pluies et peut-être après 2 ou 3 heures le soir, vous verrez que les eaux vont monter. Nos opérations seront compromises sur ce site, ce qui nous empêche de travailler. De plus, il faut faire face aux inondations. Au Soudan du Sud, nous avons beaucoup de ruisseaux. Lorsqu'une opération traverse un courant d'eau, elle peut s'interrompre. James Dangassou et son équipe travaillent pour l'organisation de déminage MAG dans le comté de Magui, dans l'état équatorien oriental, près de la frontière avec l'Ouganda. Je veux débarrasser ces zones des mines pour que mes compatriotes d'Ouganda, du Kenya, du Congo, de Khartoum puissent revenir au Soudan du Sud. Le comté de Magui est l'une des zones les plus fortement minées du Soudan du Sud. En 2021, on y dénombrait 55 zones sur 130, selon Mine Active Review. Chaque fois qu'il y a une mine sous terre, cela représente un danger, explique le secrétaire de la commune d'Aïe. Alors tout le monde a peur d'aller cultiver et de faire des activités dans la brousse. Je n'ai pas la capacité de reconstruire à cet endroit et j'ai aussi peur des explosifs, explique cet homme. Jacob Wani est rentré d'Ouganda tout comme plusieurs Sud-Soudanais, mais ils font face à la famine, privés de leurs terres encore minées.
L'édition 2023 de l'Africa CEO Forum se tient à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour la 4e année consécutive autour du thème « Accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains dans les différents secteurs économiques, entre autres l'agriculture, l'énergie ou encore le numérique ». Comme solution, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi propose des réformes qui favoriseront l'essor du secteur privé. Il nous faut des États capables de repenser certains modèles économiques auparavant apparemment gravés dans le marbre. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. La transformation du secteur privé comme moteur de croissance sur le continent passe inexorablement par le développement des infrastructures, un climat des affaires plus attractif et un partenariat public-privé. Autant de défis que les décideurs africains présents à cette rencontre se sont engagés à relever. Vous savez, ce sont des événements exceptionnels parce que nous rencontrons des acteurs et opérateurs de très haut niveau. Nous avons été rassurés par la vision déclinée par les autorités, notamment les autorités de la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'occasion de faire l'état des lieux parce que l'enjeu, c'est le développement de l'Afrique et chacun doit y apporter sa contribution. À l'issue de la première journée de ce forum, la Côte d'Ivoire a signé 3 protocoles d'accord d'un montant de près de 450 millions de dollars. Objectif, stimuler l'économie de façon durable en accélérant la transformation industrielle. Des décideurs internationaux, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum. Des milliers de chefs d'entreprise et des investisseurs ont 2 jours pour discuter du rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent africain. La famille et les amis de Bruno Pereira et Dom Phillips ont organisé une cérémonie à Rio de Janeiro lundi à l'occasion du premier anniversaire de leur mort. Bruno Pereira, spécialiste des peuples indigènes, et Dom Phillips, journaliste britannique, ont été abattus alors qu'ils étaient en reportage dans la région reculée de la vallée de Javari, aux confins du Brésil, du Pérou et de la Colombie. Foi roubado da minha família, dos meus amigos, entendeu? Pela ganância, pela falta de fiscalização que foi proposital do governo anterior. Eu tenho muita revolta, eu tento não me focar nisso, eu tento ir adiante e fazer o que é possível usando o nome do Dom em favor da conservação. Les 2 hommes ont été vus pour la dernière fois sur leur bateau près de l'entrée du territoire indigène de la vallée de Javari. La région, très difficile d'accès, a été le théâtre de violents conflits entre pêcheurs, braconniers et agents du gouvernement. 3 pêcheurs locaux sont actuellement en prison dans l'attente d'un éventuel procès. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné Phillips et Pereira. Quant au cerveau présumé, un baron de la drogue soupçonné d'être impliqué dans le commerce illégal du poisson, il a été arrêté en juillet et inculpé la semaine dernière selon les médias locaux. Malgré leur assassinat, le travail des 2 hommes sera poursuivi. L'organisation Forbidden Stories a déjà fait savoir qu'elle comptait financer des projets de reportage qui reprendraient les éléments de leur enquête. Sur le champ de bataille en Ukraine ou en Russie, les drones sont devenus des armes de prédilection pour se défendre contre les armes conventionnelles. D'outils marginaux utilisés pour des missions de reconnaissance, les drones sont devenus des armes indispensables pour faire la guerre. Ni Ucrania ni Rusia estaban realmente preparadas en lo que a drones se refiere para esta guerra. Rusia estaba atrasada en sus drones. La guerre a engendré une augmentation des productions dans l'industrie de l'armement, qui développe aujourd'hui de nouveaux modèles adaptés aux stratégies sur le terrain. The skies above Ukraine, you don't just have Ukraine and Russia fighting. Indirectly, you have Turkey and Iran fighting. And these Turkish drones, as far as the Ukrainian push goes, these Turkish drones have been responsible for some of Ukraine's most deadly retaliatory strikes, from attacking oil depots within Russia to even the sinking of the Russian warship in the Black Sea. Australia, America, and the United Kingdom
They're actually working right now on AI-based drone swarms. L'avenir de ces drones dépend de l'expansion de certains modèles, de fabricants sous contrat qui s'établissent dans différents pays et de la construction de nouvelles usines de production. Los proveedores de drones para Rusia en este momento están siendo Israel, Irán, y no puedo asegurar todavía si están usando sistemas chinos. I think the big question, though, is if Iran starts to build factories within Russia, and if Russia is able to build its own supply chain domestically that can pump out a high number of drones. Démonstration de force au large de la mer Baltique. Sur cette mer entourée de pays membres de l'OTAN, la marine russe a lancé de vastes exercices militaires. 25 avions, 40 navires de guerre et 3500 soldats simuleront divers scénarios de combat jusqu'au 15 juin prochain. Le Kremlin a également fait savoir que sa marine effectuait des manœuvres près de sa base navale d'Okhotsk, dans les eaux de la mer du Japon. 11 000 hommes et 60 vaisseaux dans une zone disputée entre Moscou et Tokyo depuis près de 80 ans. L'OTAN n'est pas en reste dans cette atmosphère de tension croissante. Plus de 10 000 soldats de 14 pays alliés s'entraînent actuellement ensemble en Roumanie. Des exercices auxquels participent la Moldavie et la Géorgie, deux pays qui ne font pas partie de l'Alliance transatlantique, mais subissent une influence grandissante de Moscou sur leur territoire.